bourre ce matin. Tac. On est parti. Vous m'entendez? Oui. Si vous n'avez pas de son, ça doit venir de chez vous, ceux qui n'ont pas de son. Alors, aujourd'hui, on parle d'argent. Donc, comme d'habitude, ça c'est les lives à thème. Je vais parler un petit peu, je vais aborder des sujets divers et variés. Je donnerai quelques outils à utiliser, à travailler chez vous probablement. Et puis, on aura une petite session questions-réponses. Et si pendant le live, vous avez des questions, vous utilisez le chat. Comme ça, je réponds en direct. Ça va plus vite. Ah merde, j'ai encore des gens qui attendent. Attendez. En train de battre des records. C'est sûr Tout le que monde est quand là. on parle d'argent, il y a du monde, hein. Ouais, c'est sûr que... T'as vu? Mais je n'ai pas de recette miracle. Je ne vais pas vous aider à gagner plus maintenant. Enfin, Faut si, pas se peut-être. connecter à l'abondance et tout ça? Quoi? Non, bah non, loi d'attraction, tout ça. Hyper déçu. Moi, je me suis dit que tu allais nous donner la recette magique de la loi d'attraction, mais bon. Bah, on va en parler tout de suite. C'est une forme de loi d'attraction parce que. Bon, on va en parler. Alors, bon, évidemment, il y a des problèmes, il y a plein de problèmes qui sont liés à l'argent, à l'endettement, l'anxiété financière, à la dépendance. L'argent, pour moi, c'est un des vecteurs les plus importants à travailler dans la vie en général. Pas juste pour en gagner plus, parce que ça a un impact dans les relations affectives, dans les relations de couple, comment on se sent dans la vie. Il y a plein d'histoires, plein d'enjeux autour de l'argent, surtout en France, qui est pas du tout pareil que dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Euh, En France, on est beaucoup éduqué par l'argent, c'est sale, l'argent, c'est mal. Aux États-Unis, si tu as de l'argent, c'est que Dieu est avec toi. J'en parle souvent. Mais donc, déjà, de base, c'est pas du tout la même culture. J'ai remarqué souvent qu'en France, les gens étaient pas très à l'aise de parler de leur salaire, leurs trucs. Ça dépend évidemment de qui vous êtes entouré, mais alors que moi, j'ai pas mal de potes américains, là-bas, c'est un non-sujet quasiment tout le temps. Donc, sauf quand c'est des Français qui habitent là-bas. Euh, Il y a pas mal de croyances autour de l'argent. Je mettrai aussi dans la vidéo des liens vers quelques articles que j'ai écrits avec des exercices qui travaillent sur les croyances, etc. Quand même un lien, en lien assez fort avec l'argent. Et j'ai aussi, dans ma conférence sur la réussite, j'ai un petit passage sur l'argent où je donne un petit exercice sur le travail de sa limite financière. Donc, je vais vous le redonner là, mais vous pouvez regarder la conférence aussi. Pour ceux qui l'ont pas déjà vu, l'idée, c'est d'exprimer à voix haute combien vous avez le droit de gagner. D'accord. Donc, en gros, vous dites, alors c'est j'ai le droit ou je mérite, il faut faire les deux. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, le mérite et le droit, c'est des croyances différentes. Donc, c'est intéressant de faire les deux. Et d'exprimer à voix haute, tout seul. Alors, avant, il faut savoir s'écouter, un petit peu écouter son ressenti. Bon, j'avais prévu de la donner plus tard, mais je la donne maintenant en tant que j'y suis. C'est toujours un peu comme ça, les lives. Quand on exprime quelque chose avec sa voix, en général, c'est assez identitaire. D'accord. On sent quand quelque chose est juste ou pas. Donc, si par exemple, vous dites, si moi je dis je m'appelle Laurent, j'écoute le ressenti que ça fait. Chez moi, ça crée un espace. Il n'y a rien. C'est une espèce de silence intérieur et d'espace, c'est quand c'est juste. Et si je dis je m'appelle Caroline, ça fait un petit greu-greu à l'intérieur. Ok. Donc la première étape avant de travailler sur cet exercice sur l'argent, c'est d'apprendre à écouter ça, de faire la différence. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, vous le faites avec plusieurs choses. Faites je m'appelle Laurent, je m'appelle Françoise. Ensuite faites il fait beau aujourd'hui, s'il pleut, etc. Faut que ce soit des choses qui sont factuelles et donc vous êtes sûr de connaître la réponse. Une fois que vous avez intégré un petit peu, écouté le ressenti, ça peut être un ressenti, ça peut être une image. Moi je dis ressenti parce que chez moi c'est un ressenti, mais ça peut être un son, un truc. Ça va dépendre des gens. À vous de trouver ça. Et ensuite vous exprimez à voix haute l'argent. D'accord. Et donc vous commencez très haut. Donc j'ai le droit de gagner 1 million d'euros par an, par exemple. Et vous écoutez ce que ça fait. Chez moi, là, typiquement, c'est la même chose quand on dit je m'appelle Françoise. Okay.
Donc, et après, vous descendez, comme en mathématiques. Donc, vous divisez par 2, c'est 500 000, etc. Jusqu'à trouver le seuil. D'accord? Le seuil où c'est juste. Et donc, la plupart des gens qui ont des problèmes avec l'argent, le seuil est assez bas. D'accord? Moi, j'ai vu des 400 euros, 300 euros. Je faisais ça souvent dans mes stages pour aider les gens, notamment les praticiens en hypnose qui s'installaient. Donc, quand je faisais aide install, qu'on va probablement refaire au passage avec Jean-Pierre. Mais ça, c'est la base. Parce que vous connaissez votre limite financière, qui peut venir de plein de choses. Qui peut venir, en général, c'est l'argent, c'est souvent quand même les figures parentales. D'accord. Donc ça peut être papa, maman, ou ce qui représente papa, maman, les grands-parents, etc. Enfin, tout l'environnement familial quand on est petit crée souvent un rapport à l'argent, puis vous rajoutez la société. Typiquement, quand on dit souvent l'argent fait pas le bonheur, ça crée une croyance. Alors que c'est pas vrai, l'argent ça fait le bonheur. Okay. Jusqu'à un certain seuil. Et donc, aussi, on va y revenir un petit peu après, mais c'est d'apprendre à explorer les vérités qu'on considère comme acquises. Alors, typiquement, l'argent fait pas le bonheur. Demandez ça à 100 personnes dans la rue, la plupart des gens vont croire à cette idée. Alors que quand on explore le sujet, on se rend compte qu'il fait le bonheur jusqu'à un certain seuil. C'est des études qui ont été faites sur le sujet, je vous résume ça vite fait, j'en ai déjà parlé pas mal ailleurs, mais je vais le redire là. C'est des études qui ont été faites surtout aux États-Unis, donc c'est des revenus américains qui sont un petit peu plus élevés que les revenus français. En gros, jusqu'à 75 000 $ par an, l'argent fait le bonheur. Ce qui paraît logique, oubliez les chiffres, mais l'idée c'est que tant que l'argent permet de supprimer de la charge mentale, de ne pas avoir à se poser des questions sur est-ce qu'on peut quoi manger, de quoi se loger, de partir en vacances, ce genre de choses, forcément il fait le bonheur. Après, la première étude a dit que l'argent ne faisait plus le bonheur passer ce seuil-là, ce qui a été démenti un peu après dans une autre étude, qui est autour de que c'est la façon dont on dépense l'argent qui va faire que ça fait le bonheur ou pas. Si en gros, pour vous résumer, si on fait des expériences avec l'argent, ça fait le bonheur. Si on achète du matériel, ça ne change rien du tout. Ça peut peut-être même renforcer le problème et plutôt a tendance à diminuer le problème, à diminuer le bonheur. Parce que si on achète du matériel avec l'argent, des voitures, des machins, des objets, des trucs, c'est probablement qu'on a une attitude qui est plutôt matérialiste. Et donc on donne à l'extérieur, à du matériel et à des objets, la responsabilité de notre bonheur. C'est ce qu'on retrouve chez les gens qui dépensent beaucoup, par exemple. D'accord ? Ils ont un shoot de dopamine quand ils achètent quelque chose. Donc quand ils ont de l'argent, ils dépensent. En fait, c'est pas à ce moment-là, c'est pas le rapport à l'argent le problème, c'est le rapport à la satisfaction et comment on trouve du plaisir, etc. C'est un peu comme dans la perte de poids, la nourriture, etc. Ça, vous avez suivi jusque-là ? C'est pas du tout comme ça que j'avais prévu de commencer le live, mais c'est pas grave. Et donc une fois que vous avez trouvé votre limite, bon, si vous dites j'ai le droit de gagner 2000 € et ça fait 1, mais j'ai le droit de gagner 1959 € et que ça passe, c'est que vous avez une limite autour de 2000 €. Là, une fois que vous avez fait ça, vous allez écouter ce ressenti, vous y connectez, vous faites ce qu'on appelle un pont émotionnel dans le jargon. Vous allez voir d'où vient le ressenti qui est associé à ça. Et très souvent, vous allez retrouver des ancrages avec papa, maman. Ce que je dis dans ma conférence, c'est que j'avais fait ça avec un commercial. Et lui, il avait une limite autour de 2000. Et l'ancrage, c'était son père qui était décédé il y a 3 ans. Et en fait, la limite, c'était le salaire de son père. Donc des fois, c'est des trucs qui viennent de loin dans l'enfance, mais des fois, c'est des trucs plus récents. Ça reste un attachement, un lien d'attachement, mais des fois, notre cerveau, il est un peu con, il crée des liens un peu débiles, notamment avec l'argent. Ok ? Alors, je réponds vite fait. Quand on dit, quand vous faites ça, il faut faire très attention parce que c'est assez piégeux. D'accord ? Si je vous dis j'ai le droit de gagner 1 million € par an, mais que ça sourit et que ça fait mais que c'est ce serait bien, ce serait tellement chouette, c'est pas que vous avez le droit de gagner 1 million € par an, c'est que vous en rêvez, c'est pas pareil. D'accord ? Donc il faut faire très attention à ces ressentis. Surtout les ressentis positifs, parce qu'ils sont hyper piégeux, les ressentis positifs. D'accord ? Ça va, c'était clair, ça ? Moi, j'ai vu plein de gens qui me disent j'ai le droit de... Pareil, dans la conférence, j'en ai un exemple. J'ai fait ça à une nana, elle dit j'ai le droit de gagner 100 000 € par an, puis elle le faisait en mode j'ai le droit de gagner 100 000 € par an. Même dans le ton, dans le paraverbal, écoutez bien comment vous le dites, c'était l'attitude d'une enfant et c'était un défi, c'était pas un droit. Okay, et donc ça, c'est un très bon exercice
d'écoute de soi et de connaissance de soi au passage, parce que ça vous force à... Vous pouvez même vous filmer, hein, si vous avez envie de le faire. Vous vous filmez en train de le dire à voix haute, comme ça vous vous observez dans votre réaction non verbale et paraverbale, parce que c'est des réactions qui sont parfois assez fines, et vous allez pouvoir percevoir les différences. Faire la différence entre le désir, c'est justement, c'est apprendre à écouter. Est-ce que c'est quand on ressent un truc, ah, ça c'est juste, ça me paraît. Moi, je ressens une différence entre quelque chose qui est juste comme étant vrai là maintenant et quelque chose qui est une envie ou un désir ou un projet d'avenir. Vous sentez? Ou pas? Prenez sur autre chose que l'argent. Moi, je parle souvent d'écrire le bouquin, j'ai toujours pas fait. Je dis, ah, j'ai le droit d'écrire 10 bouquins et machin. Ça va dire, ah ouais, c'est cool. Après, je me mets à écrire des bouquins, vous sentez la différence? Bah, sur l'argent, c'est un peu la même chose. Donc, si c'est trop compliqué pour vous de le ressentir sur l'argent, faites-le avec des choses que vous connaissez. Par exemple, un projet. Si vous savez que vous avez un projet qui vous donne envie, mais que vous ne l'avez pas encore accompli, vous allez apprendre à écouter le ressenti de l'envie, du désir, du projet, de la motivation. D'accord? Un rêve aussi, ça peut être un voyage, par exemple, si vous avez envie de faire le tour du monde, et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir le faire là tout de suite maintenant, vous apprendrez à faire la différence entre ce qui est de l'ordre du rêve, du désir et de l'envie, par rapport à ce qui est de l'ordre de la vérité juste, vérité au sens vérité pour vous, juste pour maintenant. Ça va, c'était clair ça? C'est très piégeux, quasiment tout le monde se fait avoir par les ressentis positifs, avec cette nuance entre ce qui est de l'envie et ce qui est du désir. Donc, ça répond à la question, je lis en même temps la question. Alors, les seuils peuvent varier avec le temps, mais évidemment, s'ils peuvent monter, ils peuvent aussi descendre. Mais souvent, ils varient en fonction du contexte. D'accord. Je vois, on me dit mon seuil est plus bas quand je me questionne aujourd'hui en étant à mon compte que quand j'étais salarié. C'est typique des indépendants, parce que l'argent, c'est un vecteur. C'est un amplificateur de quelque chose. C'est pas l'argent le problème, c'est ce qui se joue derrière. D'accord. Donc très souvent, quand on est salarié, il n'y a pas de problème particulier autour de l'argent, parce qu'on est salarié. Hein. C'est pas nous qui faisons quelque chose. Alors, quand on est indépendant, on est payé pour notre travail. C'est pas très clair, mais je pense que vous comprenez la différence. D'accord. Si je réussis pas quelque chose quand je suis indépendant, c'est dû qu'à moi. Quand on est salarié, qu'il y a une équipe, qu'il y a des chefs, qu'il y a des projets, bah, c'est l'entreprise. On a toujours quelqu'un qu'on peut accuser, entre guillemets. D'accord. Alors que quand on est indépendant, c'est pas possible. Et donc, ce qui se joue là, c'est souvent ça. C'est cette responsabilisation, pour mettre un mot un peu brouette, voilà, parce que ça peut être complexe, il peut y avoir plein de sujets autour de ça, autour du fait d'être indépendant. C'est pas du tout les mêmes enjeux émotionnels. Et donc, l'argent est un effet d'autre chose. D'accord. Donc, quand vous avez votre limite sur l'argent, c'est pas forcément faire de la loi d'attraction et tous les jours répéter j'aime l'argent, je fais de la gratitude et grâce à l'argent, nanana. C'est parce qu'il y a autre chose derrière. Si vous faites ça et que vous ne bossez pas forcément sur ce qui a émergé émotionnellement derrière, le rapport à l'argent ne changera pas. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas fan de ce que tu gagnes. L'argent, c'est lié à ta valeur. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Et je trouve que ça peut être dur à entendre et même un peu insultant pour certaines personnes. Attendez, je mute. Donc, je vois ça beaucoup, j'ai vu ça beaucoup encore aujourd'hui chez les thérapeutes, etc. Ceux qui ont du mal à se faire payer plus, à facturer, etc. On leur dit, bah, ce que tu factures, c'est à la hauteur de la valeur que tu te donnes. D'accord. Ça peut y avoir des enjeux autour de l'estime de soi, etc. Mais très... Oula, merde, j'ai failli renverser mon café. C'est beaucoup plus complexe que ça, l'argent. L'argent, c'est, comme je dis, c'est un vecteur, c'est un effet de plein d'autres choses. Donc, il peut y avoir la valeur qu'on se donne, l'estime de soi, etc., etc. Mais la valeur qu'on se donne, elle vient d'où? Elle vient des problématiques d'estime de soi, des liens d'attachement, d'éducation, du système, de notre compétence. Parce que très souvent, quand je voyais ça, quand tu débutes, typiquement pour les thérapeutes en hypnose, et que tu as du mal tu te dis, bah, je vais pas me faire payer tant, machin. C'est pas l'argent, c'est la valeur que tu te donnes. Ok, mais pas en termes d'estime de soi, en termes de compétences et d'expérience.
qui n'est pas anormal, d'accord, comme ressenti. Puis j'ai l'idée. Je suis plus inquiet par des gens qui facturent 120 € sortie de formation que des gens qui facturent 50 parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Dans le premier cas, il y a des enjeux d'ego et de manque de connaissances et de compétences qui ne sont pas présents chez la personne qui a peur. Vous avez pigé ? Donc, attendez, je chat en même temps. Ça, j'ai répondu. Ouais, j'ai déjà vu pas mal de différences entre le droit et le mérite. Ça a l'air de se ressembler, mais c'est... par exemple, je peux avoir, je sais pas moi, je peux avoir le droit de sortir, mais je peux avoir le ressenti que je mérite pas de sortir. D'accord ? Par exemple, mes parents pourraient me dire, si je suis ado, pour donner cet exemple-là, bah t'as le droit de sortir ce soir si tu veux, mais moi, avec moi-même, pour plein de raisons, je pourrais me dire, bah non, je mérite pas, je sors pas. Alors que j'ai le droit. D'accord ? Et donc, si, souvent, le droit est plus important, parce que s'il n'y a pas le droit, le mérite sert à rien. D'accord ? Mais s'il y a le droit, peut ne pas y avoir le mérite. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. On commence par le droit et on fait le mérite ensuite. Vous avez compris la nuance ? Et souvent, les gens, ils font que j'ai le droit. Ils font pas je mérite. Et ça, c'est vrai pour l'argent, mais c'est vrai pour tout. Hein. Si vous travaillez sur j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être aimé, enfin, toutes ces croyances que j'appelle les métacroyances qui vont toucher les relations affectives, la vie, etc., etc. Souvent, les gens vont faire le droit, mais ils vont pas faire le mérite derrière, alors que c'est deux leviers complètement différents. D'accord ? Qui peuvent être liés, mais qui sont quand même assez nettement différents. En tout cas, les réponses ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai complètement y arrivé. Ça, c'est pas grave. Bon. Moi, je parle souvent de connaissance de soi, et je pense que sur l'argent, c'est important. Parce que très souvent, surtout chez les thérapeutes, mais beaucoup aussi ailleurs, quand on parle d'argent, les gens, par défaut, ils répondent à un truc qui est lié à l'argent fait pas le bonheur, tu vois. C'est moi j'en ai pas besoin, ça va, c'est pas un moteur, de toute façon l'argent ça fait pas le bonheur. C'est une espèce d'acceptation qu'on est bien comme on est. Pourquoi pas ? Moi ce qui me dérange là-dedans, c'est que quand on accepte quelque chose qu'on n'a pas exploré, on l'accepte pas, on le subit. Vous comprenez l'idée ? Si vous avez jamais pris le temps d'explorer votre rapport à l'argent, et je vous donnerai quelques exercices en plus de ce que je viens de dire là, et ça peut être assez long hein, de bosser son rapport à l'argent, parce que, comme je dis, ça touche plein de sujets, donc ça va dépendre des gens. Il y a des gens, ça va être très vite parce que c'est une petite croyance à la con, d'accord. Et puis, il y en a d'autres, ça touche un système complexe émotionnel et affectif qui demande un peu de boulot. Mais tant que vous n'avez pas exploré ce rapport à l'argent en profondeur, vous subissez vos croyances sur l'argent. C'est pas un choix. Moi, j'aime bien avoir le choix, et donc, quand j'explore ce sujet-là, je l'explore d'abord à fond, et après, je me dis, ok, il y a ça et ça, j'ai une forme de choix, de liberté dans mon rapport à l'argent. Vous avez compris ? Si vous avez envie si vous avez exploré le rapport à l'argent et que vous êtes ok avec le fait de gagner 1000 € par mois en vivant au fin fond d'une forêt, en toute autonomie, il n'y a pas de problème. Si vous le faites sans avoir exploré votre argent, probablement que vous subissez des trucs. Ça peut ne pas être un problème, mais je pense que c'est quand même bien de l'explorer. Ok ? Ça, c'est vrai pour tout. Hein. Comme l'argent, c'est un vecteur, c'est important. Sur l'argent, surtout en France, il y a vraiment un truc avec... en plus, c'est beaucoup alimenté par les infos, la télé, les méchants patrons, les gilets jaunes et tout ce truc-là. Et si on gagne de l'argent, c'est qu'on est un enculé. Alors, c'est probablement vrai, mais au sens où je trouve qu'on fait des exceptions une règle. Forcément, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. On va faire le complotiste des industries pharmaceutiques, les banquiers, tous ces gens-là, le 1% des 1% qui contrôlent le monde, les Illuminati et compagnie. Probablement qu'ils n'ont pas des intentions super positives. Mais ça, ce sont des exceptions. Alors, si vous prenez par exemple des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, etc., de petites et moyennes entreprises, la plupart du temps, les gens, ils font ce qu'ils peuvent quand vous discutez avec eux. Okay. Et puis il y a des gens qui redistribuent de l'argent, etc. Donc,
Moi, ça m'a toujours fait marrer les thérapeutes qui me disent ouais, mais moi, l'argent, ça m'intéresse pas, j'ai envie d'aider les gens. Je réponds toujours attends, si tu as 10 milliards sur ton compte et que tu as vraiment envie d'aider les gens, tu pourras probablement en aider un peu plus que 3 par semaine. D'accord. L'argent, c'est un vecteur. Donc, quand on dit ça, c'est souvent une excuse. Puis, c'est les mêmes qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de clients et qui finissent par abandonner 3 ans après. Donc, comme j'ai tout ça, j'ai un peu dit. Je trouve qu'aussi, on subit beaucoup une culture du bas salaire. Okay. Parce que moi, dans quasiment tous mes coachings, mentoring, etc., je parle de l'argent parce que c'est un levier important. Parce que quand je travaille la vision des gens sur leur projet, je leur demande c'est quoi ton mode de vie idéal? Qu'est-ce que tu veux dans 5 ans, par exemple? Ce qui est aussi un peu le sujet dans la conférence que j'aborde. Et très souvent, les gens, ils expriment une limite au présent. Et cette limite, elle est souvent exprimée avec de l'argent. Je prends l'exemple des thérapeutes parce que c'est ceux que je connais le mieux. Si je dis à quelques-uns que c'est quoi ton projet dans 5 ans, et que par exemple c'est des gens qui commencent la thérapie, l'accompagnement, on va me dire 15 clients par semaine, ce serait bien. Ma question, c'est un mode de vie idéal. C'est pas un ce serait bien, c'est un mode de vie idéal. Et très souvent, cette réponse de 15 clients par semaine, elle est beaucoup plus liée à une limite par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'argent. Okay. Si dans votre tête, vous avez une limite autour de 2000 euros, ça fait à peu près 15 clients par semaine, en fonction de votre région, mais c'est pour généraliser de façon simple. Okay. Et donc, les gens emmènent dans le futur cette limite. Vous avez compris? Et cette limite-là, autour des 2000, c'est une limite de société. Parce que si vous regardez les études sur le salaire moyen en France, le salaire moyen de mémoire, c'est 1800, un truc comme ça. Donc, si vous gagnez 2005, 3000, vous faites partie des 5% des gens qui gagnent le plus. Ça, quand on accepte cette idée-là, que ce soit vrai ou pas, qu'on l'accepte comme une croyance, et qu'on a un truc avec faire partie du groupe, pas être trop différent, pas être et de mélanger avec toutes les croyances que si on gagne de l'argent, on est des salauds. Et c'est cette idée que si on a de l'argent, on en prend aux autres, c'est aussi un vrai problème. Ça ancre une limite inconsciente qui est autour de 1008, 2002. Quand vous êtes dans ces eaux-là, probablement que c'est une limite de société et pas une limite d'autre chose. Vous avez compris l'idée? D'accord. Je trouve qu'on est beaucoup alimenté par ça, surtout si vous regardez les infos, les machins, les trucs et tous ces trucs autour de l'argent. En gros, aujourd'hui, le système, il te dit, si tu gagnes 2000 euros par mois, estime-toi heureux. Ok. Ça, moi, ça me fait bondir. Parce que je le retrouve, cette limite-là, elle est quasiment chez tous ceux qui ont des problèmes avec l'argent. Alors, si vous êtes en Suisse, c'est peut-être plus élevé, mais en fait, c'est la limite de la communication de votre pays. Sujet. Et je pense qu'il faut... Ce que je dis dans ma conférence, c'est le levier de changement, c'est pas l'acceptation, la joie, la projection dans le futur, c'est l'intolérance. Si je tolère quelque chose, c'est ce que je vais vivre. Si je tolère que 2000 euros par mois est un très bon salaire, probablement que je dépasserai jamais 2000 euros par mois. Vous avez compris l'idée? Et derrière ça, bon, il y a des exercices, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on y croit, pourquoi on y croit, et très souvent, il y a des enjeux autour de l'ego, de l'appartenance au groupe, de ne pas se sentir différent. Il y a tous les liens familiaux aussi qui peuvent être très importants autour de ça, donc ça part de la société. Mais si vos parents, ils ont été formatés, entre guillemets, par ça, avec des salaires moyens ou des bas salaires, il y a toutes les loyautés familiales qui jouent. C'est pour ça que l'argent, c'est un vecteur. Si vous ne savez pas que vous êtes des loyautés familiales, vous les trouverez probablement avec l'argent. Qu'elles soient positives ou négatives. Si vous avez des parents très très riches, probablement que vous avez les gens qui ont des parents très riches, qui ont beaucoup d'argent, et qui veulent changer de métier, et faire un métier qui gagne peut-être un peu moins, mais où les gens s'éclatent, ils se sentent utiles, etc. C'est des parents qui vous ont formaté pour être avocat, médecin, tout ce que vous voulez, mais que vous avez envie d'être berger. Berger, on va pas gagner des millions, d'accord? Donc, la loyauté familiale peut être sur un rapport à l'argent très élevé, mais aussi sur un rapport à l'argent très bas. Très souvent, on oublie le rapport élevé. D'accord. Donc très bas, c'est une limite qui vous empêche de la dépasser. Et très haut, c'est une limite qui vous empêche de faire ce qui vous fait kiffer dans la vie. Vous avez compris? Ça arrête pas trop vite. Pas du tout dans l'ordre que j'avais prévu d'aborder le truc. Mais
Euh, je pense que si vous voulez explorer un sujet, il faut l'explorer entièrement. La plupart des gens, ils ne connaissent rien en économie. Quand j'entends ou je lis des trucs sur le système bancaire, l'économie, l'argent, la finance, quand je vois des gens ou qu'on me dit aux infos, bah tiens, le livret A, il est à 30%, ou qu'on parle d'inflation, je veux dire, faut dire, si vous voulez comprendre l'argent, intéressez-vous à un minimum aux enjeux économiques. Il y a plein de bouquins qui sont super intéressants sur l'argent. Il y en a qui sont en anglais, mais je crois qu'il a été traduit en français. Un des plus connus, c'est la Psychology of Money, qui est super intéressant. C'est un bon pavé, mais c'est vachement bien. Et puis, vous avez tout l'enjeu autour de l'inflation du système. Aujourd'hui, si vous gagnez 100 aujourd'hui, à la fin de l'année, vous avez 60, 85. D'accord. On n'est pas à 7 ou 8% d'inflation. Regardez bien les infos aussi. Faites très attention à la communication. Moi, ça me fait marrer à chaque fois. On parle beaucoup d'inflation en ce moment en France, mais aussi partout dans le monde. Même si en France, on s'en sort pas mal. Les infos, ils disent l'augmentation baisse. Souvent, ça baisse. Non, mais ça continue d'augmenter, l'inflation. C'est juste qu'elle baisse, vous avez compris? Ça, c'est de la. Pour ceux qui disent non, si l'augmentation, elle était à 9% et qu'elle est à 8% aujourd'hui, à la télé, on dit que ça baisse. Mais ça augmente quand même de 8%. D'accord? Ça, la plupart des gens ils disent ah bah ça va, ça baisse, mais je comprends pas pourquoi les prix ils baissent pas. Bah, parce que ça continue d'augmenter. Et donc je pense que c'est toujours pareil. Hein. C'est comme là, je prends l'exemple de l'argent. Si vous voulez explorer un domaine, il faut le connaître un petit peu. Bon, il ne s'agit pas d'être un expert sur l'argent ou sur l'économie, mais un minimum de compréhension du sujet. Déjà, ça va vous recadrer sur pas mal de choses. Souvent, on dit il faudrait taxer les entreprises, la bourse, etc. Non, mais tu ne peux pas changer ça sans changer le système international. C'est des enjeux qui sont hyper complexes. Mais ça, cette haine, je veux dire ça, parce que c'est souvent ce mot-là qui est présent, des grosses entreprises genre Amazon, machin, tout ça, Facebook et bidule, et toutes les entreprises du CAC 40, c'est un manque de connaissance des mécanismes financiers. Okay. Peut-être, moi je pense que si on voulait changer le monde, il faudrait tuer les banques. Mais bon, il y a l'utopie et puis il y a la réalité du terrain. On change un système de l'intérieur. Donc si vous voulez changer votre rapport à l'argent, apprenez un minimum sur comment ça marche l'argent. D'accord? C'est ce qu'on voit toujours entre les gens qui sont salariés et les gens qui deviennent indépendants. Elle dit ah oui, mon salaire il augmente pas. Et puis le jour où tu es indépendant, puis que tu vois les charges, la TVA, les machins, quand tu gagnes 100, il te reste 20 à la fin, tu regardes ton patron un peu différemment quand il te payait à la fin comme il pouvait. Vous comprenez l'idée? Et en plus, on a conscience de la charge mentale, de la charge du travail, de la responsabilité, de tous les enjeux au fait, autour d'être patron. Et c'est plus aussi facile de regarder ça. D'accord? Et c'est la même chose quand on est indépendant, on dit ah là là, je paye 50% de charge. Oui, mais quand tu étais salarié aussi, sauf que tu voyais le net à la fin du mois, mais si tu regardes le brut au début, tu payes aussi 50% de charge. Bref, il y a tous ces enjeux-là qui vont vous permettre de prendre de la perspective sur le rapport à l'argent et donc d'avoir un impact sur votre rapport à la finance. D'accord? Et de mieux comprendre les investissements, les placements, si vous avez envie de préparer un petit peu votre avenir. Ok. Aussi sur l'argent, je vois un problème majeur, c'est justement les gens qui font pas la différence entre ce qui est une notion d'investissement et une notion de dépense. Très souvent, les gens, s'il s'agit d'acheter des formations, des bouquins, de machin, ils voient ça comme une dépense et pas comme un investissement. Ça a l'air de rien, ça a l'air évident quand je le dis, mais ça, c'est des choses qui sont souvent ancrées sans qu'on s'en rende compte. Si vous percevez tout ce qui sort comme argent comme une dépense, probablement que vous avez une limite sur l'argent et un problème quelque part. D'accord. Et savoir faire la différence entre ce qui est une dépense et ce qui est un investissement, à mon avis, c'est une des bases fondamentales du rapport à l'argent. Et c'est aussi forcément lié avec le point que je veux aborder après, c'est la différence entre le temps et l'argent. L'argent, ça ne sert pas à acheter des choses, ça sert à acheter du temps. D'accord. La denrée la plus précieuse au monde, c'est le temps. On est limité par le temps, on sait que ça va être fini à un moment donné. Sauf qu'il y a le savoir et il y a le vivre. D'accord.
Si vous êtes indépendant et que vous bossez 90 heures par semaine, votre argent ne vous sert à rien. Je pense que c'est un paradigme important de savoir changer votre rapport à l'argent. Moi, je me marre toujours quand je vois les gens sur le bon coin, peut-être qu'il y a des problèmes financiers, mais même qui vont faire 2 heures de route pour faire 5 euros d'économie sur un truc qui pourrait aller acheter Amazon. Je caricature, mais je suis pas loin de la vérité. Si vous regardez, pareil quand on voit les infos, les gens ils disent ah bah j'ai fait 30 km pour trouver une station-service. Mec, il y a 2 centimes d'écart, ça fait 1,50 € sur le plein. T'es con ou t'es con? T'as dépensé plus en y allant qu'en faisant le plein à côté de chez toi. D'accord? Mais ça, on le voit à la télé. D'accord? Donc si vous faites pas de gaffe à ce truc, ça ancre quelque chose autour de vous sur la dépense au lieu de l'investissement et du temps. D'accord? Un petit conseil là, moi je vous conseille d'estimer de votre valeur horaire. C'est pas une vraie valeur horaire, d'accord? Mais c'est pour vous donner, pour vous faire travailler sur ce rapport à l'investissement. Moi, par exemple, dans ma tête, 1 heure, c'est 150 €. D'accord? Si je dois faire quelque chose qui me prend plus qu'une heure, et que ça coûte moins que 150 €, je vais dépenser l'argent. Vous avez compris? C'est un peu simplifié, mais c'est pour vous donner cette idée-là. D'accord? Parce que ça va vous faire estimer le temps. L'autre jour, et c'est des trucs qui sont compliqués à bouger, hein, parce que j'en ai parlé pas mal avec ma femme. Et l'autre jour, il y a Amazon, il a changé récemment à cause de la loi. Maintenant, quand vous achetez un bouquin sur Amazon, vous payez 3 € de frais de livraison. Okay, donc, on a acheté un bouquin pour Darren, là, qui est en 5e, 6e, je sais plus. Darren, en 6e. Oh, mauvais papa. Pourtant, chez mon t-shirt, je suis un super papa, mais bon, c'est pas grave. Et donc, et elle dit, oh, bah, ça me fait chier, je vais aller à la Fnac. Ça me fait chier de payer 3 €, je vais aller à la Fnac. Moi, ça me dépasse. Parce que le temps d'aller à la Fnac, dans ma tête, c'est 20 minutes. Ensuite, il faut que je garde la voiture, c'est toujours blindé. On est en région parisienne, laisse tomber. Il faut que je monte, il faut que j'aille à machin, je suis dans les rayons. Ensuite, il faut le commander parce qu'il n'y est pas. Après, il faut que j'y retourne. Ça prend 1h30 au total, plus la charge mentale. Moi, je vais sur Amazon, je commande, terminé. D'accord? Mais il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, encore. Puis j'ai l'idée. Faites super attention à ça, parce que ça a l'air de rien, ces petits détails. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, c'est une question de principe, payer 3 €, ça fait chier. Oui, mais ce principe-là, il va se jouer dans tous les domaines de ta vie. D'accord? Parce que comme je dis souvent, la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout. Donc si vous avez cette attitude-là sur des petites choses, vous l'avez aussi sur des grandes qui ont un rapport à l'argent important. Donc vous aurez tendance à avoir tout plein de dépenses, vous aurez tendance à oublier votre temps pour l'argent. Et c'est les mêmes qui ont du mal à se faire payer, qui facturent pas cher les séances, ou qui passent 3 heures dans une séance pour 60 €, etc. chez les thérapeutes. D'accord? Ça vient, si on observe comment les gens dépensent leur argent au quotidien, comment ils font leurs courses, etc., on retrouve le même problème. Sauf que comme il est plus petit, ça passe sous le seuil de conscience, et donc ça passe l'air de rien. Même si ça fait plaisir d'aller là, si ça te fait plaisir d'aller à la Fnac et de perdre 1 heure dans les bouchons à te garer, tant mieux pour toi. Mais je connais pas grand monde que ça fait kiffer. Moi, j'habite en région parisienne. Hein, c'est assez bouchon, tu mets 1 heure à tourner pour trouver une place, c'est blindé, il faut faire la queue, etc. Donc, c'est toujours, ça dépend des gens. Si tu aimes faire les magasins, que tu préfères les petites librairies, faire 1 heure de route pour aller dans une petite librairie parce que tu discutes avec le libraire, il n'y a pas de souci à cet endroit-là. C'est un peu de bon sens, dans ce que je dis, évidemment. C'est pas, ce que je dis, c'est pas des règles universelles pour tout le monde. C'est des trucs auxquels prêter attention et de vous de faire la part des choses dans ce truc-là. Moi, j'ai une perspective qui est particulière, c'est que j'ai un rapport au temps qui est vachement important. J'aime ma liberté, j'aime avoir le temps de ne rien faire. Pour moi, rien faire, c'est apprendre des trucs, faire autre chose, m'occuper de mes chiens. Je ne fais jamais rien, mais c'est de ne pas avoir de charge mentale liée au travail. J'aime pas l'intrusion, j'aime pas être tranquille. Tu me mets dans un magasin où je dois faire la queue quelque part, je m'en vais. Okay. Donc, parce que le temps est trop important. Donc, si vous voulez travailler votre rapport à l'argent, travaillez aussi votre rapport au temps. Okay. C'était clair, ça? Bon, vous pourrez poser des questions après. C'est un autre sujet sur l'argent. C'est l'ego. Et l'ego spirituel notamment, l'ego de la bienveillance et d'être une bonne personne. Donc ça, je vois, alors, surtout chez les thérapeutes, mais
un peu partout. C'est comme si l'argent, quand on en a, ça salit qui on est. D'accord ? Pour ceux qui sont thérapeutes ici, il y en a quelques-uns, il y en a même pas mal. Si demain tu gagnes 30 000 euros par mois, est-ce que ça change qui t'es en termes de perception ? Et c'est une vraie question. Parce que la plupart des gens, c'est le cas. D'accord ? Et donc sur l'argent, il y a un truc qui va être lié au fait si j'en gagne plus, je suis pas une bonne personne. C'est un peu les liens avec le système, surtout en France, t'as de l'argent, t'es un salaud, etc. Euh, mais là, on est vraiment plus dans la bienveillance, le truc. Moi, je suis quelqu'un de bien, toi, l'argent, ça m'intéresse pas. Donc, bien sûr que ça t'intéresse. Tu fais comment pour manger, tu vois. Donc, c'est pas. Si l'argent est un but, il y a probablement un problème. L'argent, c'est un vecteur qui permet la liberté, le rapport au temps, etc. etc. Donc faites gaffe à ça, parce que c'est assez vite dans ce sujet-là. Ça, je l'ai abordé, ça, je vois. Alors, je lis vite fait le chat. Ouais, ben si l'argent change, si vous avez l'impression que l'argent change de votre lien aux autres, probablement qu'il y a un truc à explorer sur l'argent. Encore un enjeu émotionnel. C'est que vous avez une perception qui fait que l'argent va modifier qui vous êtes. J'ai écrit un article là-dessus qui disait l'argent, il modifie rien du tout, il amplifie. Si t'es un con aujourd'hui, tu seras un très très gros con avec de l'argent. Si t'es quelqu'un de bien, tu seras probablement quelqu'un de très très bien. Sauf qu'il y a des gens, ils se cachent dans je suis quelqu'un de bien parce qu'ils gagnent pas beaucoup, mais ils sentent que s'ils gagnent beaucoup, ils vont prendre du pouvoir, de l'ego, du machin, du truc. Bah, ils étaient déjà comme ça. L'argent n'a rien changé. Ça a juste amplifié quelque chose qui n'était pas clair. Vous avez compris ? Et sinon, il y a les loyautés familiales, les amis, etc. Si vous êtes entouré d'amis gilets jaunes, tout ce que vous voulez, anti-système, complotiste, qui gagnent le SMIC et que vous voulez gagner plus, ça va être compliqué. Dis-moi de qui tu t'entoures, je te dirai combien tu gagnes. Okay. Ça, c'est un super exercice. J'anticipe parce que là, c'est des petits exercices que je vais vous donner, mais je vous donne celui-là maintenant, parce qu'on en parle. C'est imaginez-vous rentrer dans une pièce avec que des gens qui gagnent des millions. Comment vous vous sentez ? Là, il y a plein de trucs à explorer. Il y a le rapport à sa force, à l'estime de soi, et justement à ce truc, c'est l'argent définit qui je suis. Moi, je rentre dans une pièce avec des gens qui gagnent des millions, j'en ai rien à foutre. C'est comme quand j'étais à la BNP, que tu sois directeur ou femme de ménage ou homme de ménage, attention, on est en 2023, maintenant, je te parle pareil. D'accord ? Il n'y a pas la posture, le niveau financier ne change pas ma façon de te parler, le respect, le bonjour, le merci, au revoir. Si ça change un truc, c'est qu'il y a un rapport quelque part, soit à l'autorité, soit à l'argent, etc. Là, on est sur l'argent, mais ça peut toucher plein d'autres choses. Okay ? Évidemment, dans une entreprise, tu peux peut-être faire un peu plus attention à ce que tu dis au sens quand c'est ton patron, mais c'est ce que je dis souvent. Si on ne dit pas bonjour à la femme de ménage, mais qu'on dit bonjour qu'au N+1 et au patron, il y a un problème de qui on est. D'accord ? Et probablement que l'argent amplifiera ce sujet-là. Okay ? Il y a une part de nous qui le sait, et donc qui nous interdit de changer, tant qu'on n'a pas travaillé ce qui est sous le tapis. Vous comprenez l'idée là ? Et donc, c'est un bon exercice de parler d'argent avec ses amis, etc. De voir comment ça réagit. C'est bah tiens, combien tu gagnes ? C'est de parler. Quelqu'un achète un appart, je dis bah tiens, tu l'as payé combien ? La question, elle part tout de suite. D'accord ? Il y a des gens, ah bah je peux pas te dire. Ma belle-mère elle est un peu comme ça. Elle achète un appart, je dis ah bon, vous l'avez payé combien ? Elle dit ah non, c'est personnel. Quoi, c'est personnel ? Je regardais sur le Bon Coin ou sur seloger.com, je vais voir à peu près les prix du coin. Il est où le problème ? D'accord ? Et donc c'est des gens qui ont toujours galéré financièrement. Et c'est toujours des gens qui ont fait des mauvais choix financiers. J'espère qu'elle ne regardera pas ce live, parce que sinon ça va être un peu problématique. Mais donc de choisir d'acheter des voitures qui ont je sais pas combien de kilomètres et d'en changer tous les 2 ans parce qu'elles sont en panne, au lieu d'en acheter une bonne fois pour toutes qui fonctionne. Bref. Ça c'est pareil, c'est des mauvaises stratégies d'investissement. D'accord ? C'est une notion de dépense. Je préfère dépenser pas cher
plutôt que d'investir un peu plus, mais qui durera plus longtemps. Ça a l'air évident, comme je le dis, mais il y a tellement de gens qui font cette erreur qu'il faut faire très attention et bien explorer comment vous êtes. Donc, exercice, j'ai évoqué. Imaginez-vous entrer dans une pièce avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent. D'accord. Comment vous vous sentez? Et vous explorez tous les ressentis qui sont liés à ça, toutes les limites éventuelles, pourquoi vous ressentez ça. Faites comme un enfant. Hein. Tiens, c'est marrant, je ressens ça, pourquoi. Et vous allez voir que ça va vous mener à des choses qui sont des limites. D'accord. Pareil, un exercice que je trouve sympa, c'est de l'écrire, c'est de décrire l'argent. Alors, c'est d'écrire, écrire, et le deuxième d'écrire, c'est d'écrire en un seul mot. D'accord. Donc vous écrivez et vous décrivez l'argent. Qu'est-ce que c'est pour vous? En mode flow, qu'est-ce qui vient? Vous laissez reposer. 1 ou 2 jours après, vous relisez et vous explorez ça comme si c'était, si vous êtes thérapeute, un client que vous voulez envoyer, quelqu'un, et vous écoutez et vous essayez de trouver tous les présupposés, tout ce qui n'est pas dit dans ce qui est écrit. Vous allez voir que souvent vous allez trouver soit des choses qui sont des moteurs, mais qui sont enfermés dans certaines limites, et c'est un bon travail. Un exercice, je vous conseille de faire celui-là avant de faire le second. Et un exercice préféré, c'est d'imaginer que l'argent était une personne et de la décrire. À quoi elle ressemble, comment elle parle, c'est quoi ses traits de caractère, c'est quoi ses émotions, comment vous vous sentez avec elle, comment vous lui parlez, comment elle vous répond. D'accord. Comme si c'était votre conjoint. Okay. Imaginez que vous êtes marié à l'argent, à quoi il ressemble. C'est hyper intéressant comme exercice, parce qu'on touche toutes les représentations mentales autour de l'argent. Encore une fois, là, il faut avoir fait les premiers que j'ai déjà évoqués dans le live, parce que si vous confondez le désir, l'envie, le rêve avec la réalité, vous allez faire un truc qui sert à rien, qui va peut-être même amplifier le problème. Il faut être OK avec écrire des trucs moches. D'accord. Si vous imaginez que l'argent c'est votre conjoint et que vous avez envie d'écrire que c'est un gros con, que vous n'avez pas envie de lui parler, que si vous alliez dans une soirée vous n'iriez pas vers cette personne, c'est ça qu'il faut écrire. Il faut être très OK avec le moche en soi pour pouvoir le changer. Sinon, vous ne changerez pas. Okay. Et donc, allez assez loin hein, si vous décrivez la personne. C'est vraiment son attitude, sa façon de se tenir, sa façon de se parler, sa façon de s'habiller, son caractère, ses défauts, ses qualités, comme si vous décriviez une personne. Ça peut prendre un peu de temps à faire, ça demande un peu de gymnastique mentale, mais c'est un super exercice. Et une fois que vous avez vous explorez ça, qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça, etc., etc. Et puis vous pouvez vous amuser à écrire, à décrire aussi comme on fait avec les enfants, on fait dessiner le problème, on fait dessiner la solution, et ensuite on fait travailler le chemin entre le dessin problème et le dessin solution. Pour ceux qui sont thérapeutes. Bah là, vous faites pareil, mais avec l'argent. Vous dessinez la personne telle qu'elle est aujourd'hui, vous dessinez la personne telle que vous voudriez qu'elle soit, et vous dessinez qu'est-ce qui doit changer pour que ça arrive. Là, c'est une personne extérieure qui est symbolisée par l'argent, mais forcément, en faisant ça, on travaille sur son rapport à l'argent à soi. Ça va? C'est clair? C'est bon? Ah, j'ai fini de parler tout seul. Je sais pas comment on fait déjà pour supprimer ça. Remove pin. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, allez-y. Vous avez les petits exercices aussi. Bon, je ne suis pas un grand fan parce que c'est des petits bonhommes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous regardez sur Internet. Avec l'argent, c'est pas inintéressant à explorer, mais si vous faites juste le bonhomme allumette sans vous poser des questions, ça sert à rien. Il faut vraiment écouter les ressentis à chaque fois, les perceptions, ce que vous ressentez, c'est pas mal. Pour moi, le meilleur, c'est les 3 dessins avec vraiment prendre le temps d'écrire la personne. Si l'argent c'était votre conjoint, à quoi il ressemblerait? Et si vous avez un gros démon tout moche qui veut vous faire du mal, il y a probablement un problème. C'est la première fois que je remplis un Zoom à 100 personnes. Je vais rester sur l'argent, sur pas mal de lives, c'est intéressant. Bon, j'ai un peu... Je vous dis, des questions? Des remarques? Des commentaires? Des trucs que j'aurais oublié?
pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. Vas-y, prenez la parole direct, hein, pas besoin de lever la main. Ouais, salut, merci Salut, Laurent. ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va bien. Super intéressant, j'aime bien tous les exercices. Je me demande quel est ton regard sur... Moi, ma problématique, c'est pas de gagner de l'argent ou de me faire payer. J'ai fait en 3 ans une progression de chiffre d'affaires énormissime. Par contre, j'ai un gros trou quelque part et ça part. Et je dépense, je sais pas, presque 50% de plus que ce que je gagne. C'était le cas quand je gagnais 8 000 francs au début de ma carrière. C'est le cas maintenant, je gagne 8 000 euros. Et en fait, du coup, je suis toujours autant dans la merde aujourd'hui que je gagne énormément que quand j'étais à mi-temps avec un pseudo-SMIC de psychologue de merde. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les exercices vont servir aussi. C'est pas ce que je disais au tout début, mais t'es peut-être pas là. Sur le rapport à l'argent, c'est pas que gagner plus, c'est aussi dépenser moins, le rapport au temps, à l'investissement, etc. Là, tu te dis j'ai un trou, ça pourrait être intéressant de le représenter, de l'explorer, d'aller voir ce que ça représente. Parce que très souvent, autour de l'argent, ceux qui ont tendance à dépenser beaucoup, soit il y a des habitudes qui sont ancrées, qui sont une forme, c'est comme la bouffe, d'accord? C'est quand ça va bien, quand je suis content, quand j'ai bien travaillé, je mange. Quand ça va pas, nan, nan, je mange. Bah là, c'est la dépense. C'est la même chose, c'est le même shoot de dopamine. Et Ouais. donc, on donne à l'extérieur une récompense qui est là pour le coup, qui est la dépense. Il y en a d'autres, ça va être l'alimentation, d'autres, ça va être la cigarette, enfin, ce que vous voulez. Mais on est dans les mêmes mécanismes addictifs. D'accord. Donc si c'est là, on est sur un sujet d'addiction au sens de, de la dépense, etc. Il y en a d'autres, la dépense, ça va être, j'ai pas le droit de garder de l'argent. D'accord. Et donc, ce qui est aussi un sujet que j'ai pas abordé et qui est important, si vous n'avez pas de problème avec j'ai le droit de gagner, je mérite de, mais vous avez un problème, comme tu viens d'évoquer, autour de la dépense, explorer les sujets autour de j'ai le droit de garder, j'ai le droit de conserver de l'argent. Parce qu'il y a des gens, là, ils vont se retrouver avec des mécanismes, les mêmes qu'on retrouve autour du bonheur. Alors que si je suis heureux, c'est qu'il peut y avoir un problème. Donc je préfère avoir des problèmes, comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui est complètement con, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord. C'est la peur de tout perdre qui va se jouer autour de ça. D'accord. Donc souvent, il y a la peur de perdre, il y a plein de choses que ça. Donc on préfère dépenser, comme ça, ça va. Et là, ça peut aussi, des fois, c'est des croyances à la con, qu'on dit, si je te dis, c'est quoi l'adage, c'est, tu vas pas avec ton compte en banque au cimetière, je sais pas quoi, là, je me souviens plus. Mm. Il y a même des petits T'emmènes pas ton dessins comme argent. ça, t'emmènes pas ton argent dans la tombe, je me souviens plus de la formulation exacte. Ça, si ça a été dit, répété par les parents, et que t'as des parents qui profitaient, qui voulaient machin, bidule, bah, tu fais la même chose. D'accord. Donc si ça te pose problème, faut aller. Des fois, la prise de conscience sur ce petit truc, ça peut suffire. Mais il y a souvent quand même un Ouais. rapport avec le danger, l'insécurité d'avoir, de posséder. Et aussi, pareil, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est pour ça que ça dépend des gens. Si être quelqu'un qui a de l'argent, c'est être quelqu'un qui est riche, et qui est quelqu'un qui est riche, c'est être un gros salaud, bah tu vas pas le garder. Mm. D'accord. Non, ça, j'ai pas cette croyance-là. Mais par contre, j'ai une mémoire familiale. Mes grands-parents ont tout perdu pendant la Deuxième Guerre. Ils Oui. étaient au Cambodge, les Japonais ont attaqué, ils sont partis une main devant, une main derrière. Et donc, c'est un peu une espèce de répétition. Je perds et je reprends et je repère. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait là que les périodes prospères sont suivies de périodes de disette. C'est intéressant. On va faire un Oui. club. Fais un club. Le calme avant la tempête, tout ça, c'est des trucs auxquels qu'on écoute et qu'on croit, parce qu'ils sont aussi vrais dans pas mal de contextes, ou potentiellement vrais, mais sur l'argent, bah, ça s'ancre. Mm. Je réponds à Valérie, on peut travailler efficacement là-dessus tout seul, ça dépend. Des fois, le travail sur les représentations mentales, etc. La réponse, pour ceux qui me connaissent, c'est toujours ça dépend, parce que ça dépend des gens. Si tu te retrouves avec un enjeu complexe, affectif, de loyauté familiale, de systèmes familiaux, de trauma transgénérationnel, un peu comme vient d'évoquer Clémence, autour de, bah, il y a les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est tout un cycle de vie parental, machin, probablement que se faire accompagner, c'est pas une mauvaise chose. Mais au moins, vous savez pourquoi vous allez voir quelqu'un. D'accord. Euh, euh, Si c'est quelques croyances par-ci par-là, ou que la représentation mentale suffit, ça va dépendre des gens, quoi. Après, l'argent, il tombe pas du ciel, hein. Donc, vous pouvez bosser votre limite sur l'argent, mais si vous faites pas ce qu'il faut pour en gagner, vous en gagnerez pas, d'accord. Donc, il y a aussi derrière tous les enjeux de travail, de compétences, de développement de compétences, de développer des compétences qui rapportent des sous, si vous voulez de l'argent. Sinon, c'est un peu compliqué, hein. C'est sûr que
C'est sûr que tu deviens pas riche en vendant du muguet au 1er mai, quoi. Et il y a des compétences, il y a des domaines qui rapportent de l'argent, il y a des compétences qui rapportent de l'argent, et il y en a d'autres qui n'en rapportent pas. Donc, voilà. C'est c'est pas une histoire de valeur personnelle, c'est que les salaires et la finance, ce qu'on gagne, est souvent lié à la valeur qu'on apporte aux gens. C'est pour ça que je suis pas fan de c'est la valeur que tu te donnes, c'est la valeur qu'on donne. C'est ça l'argent. D'accord. Même si vous n'êtes pas fan avec des grandes entreprises, etc., je prends Amazon ou n'importe quoi, ou Facebook, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent et en plus qui ne paye pas d'impôts en France, et c'est légal. Amazon, ça rapporte une valeur de dingue. Enfin, je veux dire, tu vas chez toi, tu as des commentaires, tu commandes, tu as tout le lendemain. La valeur apportée, elle est ouf. Ok. Donc, forcément, il gagne de l'argent. Donc, et c'est ça le problème de certains métiers. On me dit, ah oui, mais les infirmières. Oui, mais les infirmières, en France, en tout cas, sont dans un système qui ne rapporte pas d'argent, qui coûte de l'argent. Et la valeur, parce que c'est gratuit, enfin, je ne peux pas faire tout un sujet là-dessus, mais en plus, je ne suis pas expert, mais il y a tout un système complexe. En plus, c'est l'État qui paye, enfin, c'est compliqué. D'accord. Et c'est sûr que si tu changes la vie des gens en 1 heure, tu vas te faire payer plus que si tu la changes en 15 ans. Tu apportes plus de valeur. C'est pour ça que dans votre marketing, dans votre communication, pour ceux qui sont indépendants, il faut mettre toujours l'accent sur la valeur et les conséquences de ce que vous apportez et pas sur ce que vous faites. Les gens, ils s'en foutent de ce que vous faites. D'accord. Si vous faites de l'hypnose, tu fais de l'hypnose, tout le monde s'en fout. Surtout aujourd'hui, il y en a à chaque maison, dans chaque pâté de maison, enfin, il y en a partout. Donc, ce qui fait la différence, c'est la valeur perçue. C'est ça qu'on achète. La valeur perçue, on est dans le marketing. Et la valeur effective, on est dans le bouche à oreille, l'efficacité, etc., etc. Après, une fois que vous avez exploré ça, vous pouvez choisir de faire moins cher, pas cher, mais vous savez pourquoi vous le faites. Moi, on me bassine tout le temps que je suis pas assez cher, parce que ça me va, ça me plaît, j'ai pas besoin de gagner des millions. Un autre exercice que j'ai oublié de vous donner, que je donne toujours sur l'argent, c'est calculer le coût de votre vie idéale. C'est hyper intéressant comme exercice. D'accord ? Parce que vous allez voir que c'est pas si élevé que ça. D'accord ? Moi, ma vie idéale, c'est je suis chez moi, je suis tranquille, si je veux partir en vacances, faire un voyage ou 2 par an avec ma femme, c'est cool. De pouvoir payer les études de mes enfants s'il y a besoin, et de pas me poser de questions si on va aller au restaurant. Moi, je suis pas très matérialiste, donc je m'en fous un peu. D'accord ? Bah, c'est pas un coût de vie très élevé. Moi, le Club Med, j'y vais pas, par exemple, ça me saoule. Enfin, donc, c'est des trucs... c'est à vous d'estimer ça, mais généralement, le coût d'une vie idéale, on est autour de 100 000 euros par an en France. Ça peut paraître énorme pour plein de gens, mais sauf que les gens, quand ils y pensent, sans avoir fait ce travail-là, ils imaginent que c'est être très très riche et gagner des millions qui permet une vie idéale, alors que pas du tout. Et là, je parle de vie idéale, hein, d'accord ? Tu peux très 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 bien vivre avec moi. D'accord. Et à chaque fois, ça surprend les gens, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils en sont pas si loin que ça. Et donc, ils se mettent une charge mentale, une pression sur l'argent, sur la finance, sur le machin, sur le bidule. Je parle plutôt pour les indépendants, là, qui sert à rien. Il ferait mieux d'essayer de travailler moins, d'augmenter un peu leurs tarifs ou de faire en sorte de... Moi, ce que je dis tout le temps, c'est travailler moins, gagner plus pour profiter de la vie. Ça commence par cette stratégie-là. 1, on explore l'argent. 2, on définit le coût de sa vie idéale. Et à partir de là, on voit où on veut aller et comment on va le faire. Et encore, c'est contextuel. Moi, j'ai 4 gamins qui font tous des études. Donc forcément, ma vie idéale aujourd'hui, elle est plus chère que demain quand ils sont tous partis de la maison et qu'on sera tous les deux avec ma femme à vivre dans un appart. Donc elle va varier en fonction du contexte et de la situation. Ce qui permet d'anticiper, de préparer la retraite, etc. Et justement de dématérialiser le rapport à l'argent. Quand on fait ce travail-là, sur le coût de la vie idéale, on est sur l'investissement et le temps et pas sur la valeur sur le compte en banque. Ok. Est-ce que tu arrives à atteindre ton objectif de ta vie idéale ? Moi, oui, aujourd'hui. Bon. Moi, je suis pas très... Avec ma femme, on n'est pas très compliqué. Hein. Donc,
Ouais, voilà. Moi, j'ai envie d'acheter un truc, j'achète un truc. Je me pose pas trop de questions. Si ça reste, si c'est une bagnole à 200 000 euros, mais ce qui n'est pas mon cas. Mais ça permet d'explorer ça, parce que si votre vie idéale, elle est beaucoup, beaucoup plus élevée qu'autour de cette somme-là, c'est probablement qu'il y a un truc assez matérialiste, ou il y a quelque chose qui est donné à l'extérieur que vous n'avez pas, qui n'est pas en vous. Et il y en a d'autres, ça va être... c'est pas la vie idéale, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Moi, je connais des entrepreneurs et tout ça qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. En fait, quand on leur pose des questions, c'est l'argent, ils s'en foutent. Ce qui les éclate, c'est le jeu. D'accord ? C'est le jeu, de la création d'entreprises, de machin, de créer des business. Ils s'éclatent avec ça. L'argent, c'est... On leur demande comme s'ils s'en foutent, en fait. Alors, on me dit, oui, ils s'en foutent parce qu'ils en ont beaucoup. Bah oui, mais non. C'est parce qu'ils jouent et qu'ils s'éclatent dans la création d'entreprises et dans des compétences qui rapportent de l'argent qu'ils gagnent beaucoup. Alors, c'est la poule et l'œuf, mais là, pour le coup, c'est plus souvent l'inverse que c'est de s'amuser. D'ailleurs, pour les thérapeutes, tous ceux qui ont un problème avec l'argent, ils ressentent une pression quand ils se font payer. Ils sont pas dans l'expérience, le jeu, le machin. C'est hyper dur à changer. Au début, c'est normal, hein, rassurez-vous aussi. Mais mon Dieu, je me fais payer, je dois. Et là, c'est une limite à explorer. Il y a chat. C'est bon? D'autres questions? On m'a demandé combien je gagnais. Alors moi, j'ai un seuil... Moi, j'ai une limite inférieure, ce que je vous recommande d'explorer aussi. Si je gagne... ce qui est un problème, d'accord, chez moi. Si je gagne moins que... Je travaille comme un taré. Parce que c'est ma limite basse de la sécurité financière, de la limite de mon seuil de tolérance sur ce que je perds comme liberté et temps. Okay. Moi, ma limite basse, c'est 4 500 € net par mois. Okay. Si je gagne moins que ça, vous ne me voyez plus, je vais travailler au McDo, je fais 4 boulots en même temps, je travaille comme un forcené. Okay. Le problème, c'est que si je gagne plus que ça, ça va, d'accord. Donc, on peut toujours avoir des trucs. D'accord. Moi, je dois tourner, je sais pas, ça dépend des années, mais en moyenne autour de 8 ou 9 000 € net par mois. Peut-être un peu moins la dernière parce que j'ai rien foutu. Et le lycée dans le temps, ça donne à peu près cette idée-là. Et cette question du seuil, là, tu sais, du seuil limite, alors ça peut se représenter par temps, par mois, mais aussi ce qu'il y a sur les comptes et tout. Moi, je remarque que dans le couple, forcément, il y a des trucs qui jouent. Hein. On fonctionne pas toujours pareil, de la même manière. Moi, je remarque que mon mec, par exemple, son seuil limite, il est hyper haut, quoi. Il va commencer à être dans une angoisse pas possible, alors que moi, je suis l'inverse. Peut-être qu'il va être trop bas, tu vois. Et du coup, je me demande comment on peut réussir à trouver un équilibre pour que d'un côté, lui, ça s'active pas trop tôt et que moi, ça s'active pas trop tard, tu vois. Je sais pas, peut-être avoir envie de bosser sur ce qu'il y a derrière son anxiété et son angoisse. Après, ça dépend de la limite. Si tu me dis elle est trop haute et que c'est 2005, le problème c'est chez toi qui perçoit sa limite comme trop haute. Si tu me dis elle est trop haute et que c'est 25 000, le problème il est chez lui parce qu'il se crée de l'anxiété pour rien. Donc là on est dans un travail systémique où chacun doit prendre sa responsabilité et d'être ok avec les seuils, tu vois. Quelqu'un me dit mon mari, toi je baladais mes chiens et j'entends un mec parler dans la résidence qui parlait sur haut-parleur et il dit j'entends dire on est dans une résidence, c'est un peu chez nous là, c'est un peu ça nous coûte une blinde mais bon, investissement, liberté des enfants, machin, tout ça. C'est un peu Desperate Housewives chez nous, ok. Résidence fermée, piscine, blablabla. Et donc, j'entends un mec qui dit au téléphone moi, je comprends pas, je gagne très 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 bien ma vie avec tout ce que je paye d'impôts, de charges, machin. Alors, je me dis, résidence chez nous, très très bien ma vie, le mec il doit brasser des millions. Tu vois. Donc là, on entend mon rapport à l'argent. Bon, très 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 bien ma vie, c'est des millions. Et à un moment donné, je dis, putain, avec 3 000 € par mois quand même, 3 000 € par mois, très très bien ta vie. Là, je me dis, putain, là, la limite sur l'argent. D'accord. Donc, c'est un peu ce que tu évoques, Chloé, ce que je te dis. Voilà, si sa limite à lui, c'est 3 000 nets, elle n'est pas élevée. D'accord. Mais si toi, tu l'aperçois comme élevée, probablement que si. C'est chez toi.
D'accord, mais t'as compris l'idée? C'est avant, quand vous êtes sur vos limites, explorez si elles sont pas des limites justement. D'accord. Au sens de société, de croyances, de phénomènes sociaux. Après, En faut fait, trouver un peu. si je peux me permettre, ma limite, elle est pas hyper haute pour lui parce que moi aujourd'hui, je gagne plus. Donc, tu vois, mais lui, elle reste au même endroit sans prendre en compte mes revenus à moi, tu vois. Je sais pas si Oui, c'est bah, mais là, un exemple perso, mais tu vois, c'est t'es dans un sujet que tu connais très bien, qui est ah ouais, masculin, féminin, l'homme, la femme, le couple, l'homme doit gagner plus que la femme et tous ces trucs. on est là-dedans, ouais. Tous ces trucs Mm. qui sont pas juste on est à la place de la femme, c'est que bah, les hommes sont quand même pas mal pour beaucoup c'est très difficile de gagner moins que leurs femmes parce qu'ils ils se disent bah je sers à quoi, tu vois, donc la femme elle gère les enfants, elle fait les enfants, elle gagne plus que moi, elle s'occupe de tout, si je suis pas là la maison elle est nickel, qu'est-ce qu'il me reste, ma petite quéquette qui sert à rien non plus. Et donc, il y a vraiment ce truc d'histoire de place de l'homme qui est, comme je disais, l'argent est un vecteur. D'accord. Et donc, on se retrouve avec le vecteur autour de... Et puis, il y a ça, il y a la systémie homme-femme, masculin, féminin, tout ce que tu veux, mais il y a aussi l'autonomie. Il y a des gens, ils se disent, si jamais demain... ma femme pense à ça, et moi aussi, je me dis, si demain je meurs et que je gagne rien, qu'est-ce qui devient de notre famille? Et donc, ça peut être plein de leviers. Il peut y en avoir des limitants autour de la systémie, des ancrages masculins, féminins, de la société, du sexisme et tout ce que tu veux. Et puis, il y en a qui sont très justes, qui sont de la survie et de l'anticipation. Si tu as quelqu'un d'un peu anxieux qui dit tout ça, bah, si demain Chloé, elle meurt, je fais comment? Parce qu'il n'y en a plus de thunes. Je suis obligé de vendre l'appart, de déménager, machin. Ma femme, elle est un peu comme ça. C'est moi qui gagne un peu plus à la maison. Régulièrement, on dit putain, mais si demain tu meurs... faut que j'aille habiter au fin fond de la Vendée, quoi. Ce qui est vrai. Et donc chez elle, ça génère un truc, faut que je bosse, je vais faire psycho, je vais avoir un truc qui me permet d'avoir un salaire plus élevé parce qu'elle veut pas être indépendante. Donc il y a des assurances, mais c'est toujours un peu compliqué. Typiquement, je suis en SASU, président de SASU, les trucs, tu t'assois dessus. Faut le faire soi-même. Donc voilà, il y a plein de paramètres. Après, ça peut être aussi un sujet. Parce que derrière ta question, il y a j'aurais envie que l'autre change, machin, que ce soit différent. Bon, bah, c'est un bon sujet. Peut-être qu'il a envie de gagner plus, gagne plus. Ça le stresse, ça le stresse. Si ça le dérange pas, ça le dérange pas. Si ça te dérange toi, c'est chez toi le problème. Et inversement, hein, évidemment. Puis, comme les mecs ont souvent tendance à être un peu plus intelligents sur l'argent et sur l'avenir, c'est vrai, ils anticipent un peu plus sur les études des enfants, les machins, les trucs, alors que les femmes, elles font les courses, elles dépensent des trucs qui servent à rien. Tu vois. Ça va? Je t'ai pas activé? Non, ça marche plus. C'était de l'humour hein, pour ceux qui savent pas. On se connaît bien avec Chloé, on parle souvent de tout ça. C'est bon? Je fais pas de séance de thérapie, je réponds à la question, je fais des coachings ou du mentoring. Ça peut être thérapeutique, mais c'est pas thérapie au sens formel. Pas compris la question, Olivier. Faites attention aussi si vous êtes indépendant, je pense à ça, puis si vous n'avez pas de questions, on arrêtera là-dessus. À comment vous... Moi, je vois des gens, c'est des comptables. Ils font leur budget sur l'année, leur budget de chiffre d'affaires, je dois gagner tant, faire tant de clients, etc. Le problème, c'est qu'à trop faire ça, on se pose des limites. D'accord? Parce que là, on se retrouve un peu dans un système de loi d'attraction, entre guillemets. Si vous dites, oh là là, il faut que je fasse n'importe quoi, 50 000 euros de chiffre d'affaires cette année, probablement que vous allez faire 49 ou 52. D'accord? Si c'est raisonnable par rapport à là où vous en êtes. Si tu commences et tu n'as jamais eu de client et que tu dis je vais faire 50 000, tu as un truc qui est irréaliste, ou alors tu as intérêt à avoir un marketing de taré. Et qui sera probablement pas très éthique. Mais bon, bref, peu importe. Et donc, mais si c'est cohérent, moi j'ai un pote qui fait ça, et je lui ai dit un jour, je dis, il faut que tu arrêtes de faire ça. Il me dit, je comprends, je gagne pas plus. Je dis, oui,
comme tu budgétises toute ton année, il est toujours en train de se dire il faut que je gagne tant, il faut que j'ai tant de clients, machin, bidule. En fait, sans savoir, il se met un plafond de verre. Faites gaffe à ça. Parce qu'en plus, ça met une attention sur l'argent, donc c'est souvent un lien avec l'insécurité et le machin. Et dans cette façon la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout. Donc la façon d'anticiper l'avenir sur l'argent, de le comptabiliser, etc., et d'être au millimètre, c'est probablement un indice qu'il y a un truc à explorer. C'est pas forcément un problème, en tout cas, il y a un truc à explorer. Il peut y avoir des problèmes. Ok? C'est bon? Ouais, oui, merci Cédric, il y a ça aussi. Alors ça, c'est un truc qui me fascine chez les indépendants. C'est tous ceux qui veulent pas dépasser le plafond de TVA. Alors ça me... C'est croyance, limite sur l'argent, direct, limite sur les capacités, les connaissances, le marketing, ce qui est possible de faire ou pas. Ça me fascine. On devrait... C'est pas les charges le problème. Les gens, ils raisonnent en termes de dépenses, encore une fois. Je veux pas gagner tant, sinon ça va me coûter. Donc c'est une notion de coût. Moi, je raisonne pas comme ça. Je me dis, je veux gagner suffisamment pour que la TVA et le reste soit pas un sujet. M'en branle de payer 100 000 euros d'impôts, c'est pas ce que je paye, mais c'est un exemple. Si je paye 100 000 euros d'impôts, c'est que ça va. Et c'est pas du tout le même mindset que, oulala, cette année, attention, faut pas que je dépasse ça, parce que sinon je vais payer la TVA. Non, non, tu devrais réfléchir pour dépasser la TVA suffisamment pour que ce soit plus un problème. Si t'es pas capable de faire ça, encore une fois, c'est pas, je dis pas faites ça, je dis explorez ce sujet-là, parce que si vous vous sentez pas capable de dépasser le plafond de la TVA pour que ce soit pas un sujet, c'est probablement que vous avez des limites, soit sur vos compétences, l'estime de soi, l'argent, etc. Mais si vous vous sentez capable, mais que vous n'avez pas envie, probablement que vous êtes dans le choix. C'est pas pareil. On peut très bien, si vous êtes indépendant, célibataire, sans enfant, et que vous vivez au fin fond de la Vendée avec des loyers à 500 balles, vous n'avez pas besoin de dépasser le plafond de la TVA. D'accord ? Mais c'est quand même à explorer, parce que peut-être que vous anticipez pas l'avenir, que si vous avez 25 ans, peut-être que vous regretterez de ne pas avoir fait cette démarche-là quand vous serez en couple avec des enfants, machin. Et voilà, vous voyez, comme le sujet, il est très très vaste, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'explorer les sujets, même si c'est... Parce que quand les phrases viennent d'un coup, on dit « Ouais, non, mais moi, ça va, ça m'intéresse pas, j'aime bien être tranquille, je travaille 2 jours par semaine. » Quand ça vient très vite au tac et que les sujets n'ont pas été explorés, c'est souvent l'expression de limite. D'accord ? Mais bon, moi aussi, j'ai du mal à verser l'argent à l'URSSAF et tout ça. Machin. C'est toujours mal au cul. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. En même temps, on ne paye pas les médicaments. C'est quand même plein d'avantages. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant aussi je finirai là-dessus, de se cultiver. Aux États-Unis, tu es enceinte, ça te coûte 10 000 $. D'accord ? Les études, tu veux mettre tes gamins à la maternelle, tu en as pour 25, 30, 40 000 $ par an. Donc, sauf que nous, on ne paye pas ça. Les gamins aux États-Unis, les parents, ils économisent depuis la naissance pour pouvoir payer les études. Les gamins, ils empruntent, ils doivent de l'argent encore pendant 10, 15 ans, 20 ans s'ils veulent faire des études. Non, nous, on va à la fac, on dit, oh là là, 700 € l'inscription, ils abusent un peu quand même. Non, mais vas-y, réveille-toi, quoi. Oh là là, les impôts, il y en a marre. Enfin, je veux dire, manque complet de culture économique, financière, des enjeux. Ça, là, c'est des limites sur l'argent. C'est un manque d'exploration du sujet. Aucune conscience des coûts. Moi, je militerais pour qu'on affiche la facture des gens quand ils vont à l'hôpital. Voilà, tu passes une nuit à l'hôpital, à la fin, on te donne la facture, on est payé par l'État. Voilà. Quand tu verras que ça t'a coûté 9 000 balles les 2 jours que tu as passé à l'hôpital, mais que toi, tu payes rien, bah, t'apprends à fermer ta gueule. Donc, on devrait faire ça. Je pense que le gratuit, c'est un fléau, parce que ça renforce les problèmes sur l'argent. Ça renforce plein de trucs de j'ai le droit de, et de manque de responsabilisation, etc. Enfin bon, c'est des vastes sujets. Et c'est pas que le gratuit n'a pas de valeur, c'est qu'on oublie, on ne se rend plus compte. Moi, j'ai pas de problème avec le gratuit, parce que je sais ce que ça coûte, le gratuit. Et donc, moi, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Des fois que je leur dis, ils ont des trucs à la maison, je leur explique combien ça coûte, et le rapport au temps de travail. Donc c'est pas, ça coûte, je ne pas dit ça coûte 100 €, c'est ça coûte tant d'heures de travail à maman.
J'utilise ma femme parce qu'elle est salariée, machin, etc. C'est plus facile à comprendre que moi qui glandouille toute la journée avec les chiens. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et les gamins, quand ils disent putain, mais là, ma fille, elle travaille, elle fait des hôtesses d'accueil, elle a fait le Bercy, le tennis, elle a fait la Coupe du Monde de rugby, etc. Euh, Elle se rend compte que revenir du Stade de France en Uber, ça lui coûte de l'argent par rapport à ce qu'elle a gagné dans la soirée. Tant que on vous n'êtes pas à cet endroit-là, de rapport au temps gratuit, à l'investissement, au temps passé, etc., ça va être compliqué de bosser son rapport à l'argent. Voilà. On est bon? D'autres questions? Il y a Psychology of Money, mais je mettrai les quelques références dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Parce que là, je ne les ai pas sous le truc. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est le rapport à l'investissement et à la dépense. Si vous dépensez des trucs qui ne sont pas très très utiles, regardez combien de temps de travail ça représente. Et en fait, quand on fait ça, on est sur le temps et pas sur la dépense. Mais aussi le temps de gagner. Laurent, tu parlais des enfants. Moi, actuellement, j'ai des ados. J'observe qu'ils gèrent leur argent comme ils géraient leur chocolat et leurs bonbons quand ils étaient petits. J'en ai une, c'est une vraie petite. Elle garde tout, elle conserve tout, elle dépense pas un euro comme elle faisait avec ses chocolats, où elle était capable de garder ses chocolats de Noël jusqu'à l'été. Et j'ai mon fils qui a une tendance à offrir des chocolats à sa sœur dès qu'elle veut pas dépenser ses chocolats. Et là, avec son argent de poche, il fait pareil. Oui, l'argent est un vecteur. Donc ça raconte quelque chose sur leur structure, sur comment ils fonctionnent. Mais tout n'est pas un problème, attention, hein, je reviens sur ce que je dis dans plein d'autres lives. Faut pas faire de choses qui sont liées à des traits de caractère, à des structures de fonctionnement, des problèmes. Voilà, si t'as quelqu'un qui est plutôt, comment on appelle ça, écureuil, qui a tendance à garder, machin, qui a pas envie de dépenser, bon, très bien. Tant que c'est pas un problème, ça va. Mais si c'est quelqu'un qui achète l'affection des autres par des cadeaux, probablement que c'est un souci. Mais ça, en général, quand c'est les enfants, je laisse faire. Tant qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la souffrance de leurs problèmes, ça ne changera pas de toute façon. Voilà. Est-ce que je ferai un live sur le temps? Bah non, pas vraiment, parce que j'ai fait l'art de travailler moins, l'art de ne rien faire, de réussir quand même, j'en parle beaucoup. Là, un petit peu, voilà, pas mal déjà de sujets. Voilà, on est bon? Je peux retourner à mes occupations. Merci d'être venu et je vous dis à je sais pas quand. Tchuss!